Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection des hauts et des bas. Dirigé par Pascal Lardelier. Professeur à l'Université de Bourgogne. Contact: pascal.lardelier@u-bourgogne.fr. Titre paru ou à paraître. Serge Chaumier, L'inculture pour tous. La nouvelle utopie des politiques culturelles, 2010. Sarah Finger et Michel Moati, L'effet média. Pour une sociologie critique de l'information, 2010. Arnaud Sabatier, Critique de la rationalité administrative. Pour une pensée de l'accueil, 2011. Claude Javot, 3 éloges à contre-courant, 2011. Christophe Dargère, Inconcevable critique du travail, 2012. Anne Van Hacht, Crise de l'école, École de la crise, 2012. Élise Muller, Une anthropologie du tatouage contemporain. Parcours de porteur d'encre, 2013. Jacques Perriot, Dialogue autour d'une lanterne. Une brève histoire de la projection animée, 2013. Loïc Droilière, Orthographe en chute, orthographe en chiffres, 2013. Alexandre Herriès, La communication politique, ou le mentir vrai, 2013. Richard Delahaye, Pascal Lardelier, Codir, L'engagement de la société aux organisations, 2013. Daniel Moati, Le débat confisqué, L'école entre pédagogues et républicains, 2014. Du même auteur. André Malraux et la communication, du récit littéraire au storytelling politique, Paris L'Harmattan, Collection Communication et Civilisation, avril 2013, 108 pages. Henri Méchonic. Théorie et éthique de la relation langage, Paris, Alain Baudry et compagnie, Collection Les Voix du livre, 2011, 284 pages. André Malraux, Une ontologie de l'engagement, Paris, Connaissance et savoir, 2007, 160 pages. Contact: alexandre.herry@unis.fr. Avant-propos. Dans le champ spécifique des études ressortissant au domaine de la communication politique, l'on s'est longtemps intéressé, jusqu'à la fin des années 1990, aux stratégies de personnalisation des hommes et des femmes politiques, à la fabrication de leur image publique, ainsi qu'à la lutte acharnée qu'ils se mènent en leur nom propre et en celui de leurs différents partis. On a vu récemment, en mars et avril 2013, par quel débordement et par quel déchaînement la bataille pour briguer la présidence de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, était passée, évoluant assez rapidement et de manière triviale vers un combat des chefs entre le député maire de Meaux Jean-François Copé et l'ancien Premier ministre, François Fillon. Durant ce combat, les deux hommes ont donné à voir, selon Pascal Lardelier, un moment du pouvoir en performance, un accomplissement authentique de la vie institutionnelle, au cours duquel le pouvoir se donne à voir à la société. Par leur rivalité toute théâtrale, ils ont achevé de transformer cette campagne pour doter l'UMP d'un président en une vaste cacophonie communicationnelle et politique. Depuis 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État français, on a vu apparaître dans le champ de la politique française une pratique jusqu'alors très courue aux États-Unis, le storytelling. Dans un ouvrage de référence qui a connu une remarquable fortune éditoriale, Christian Salmon définit le storytelling comme l'art de raconter des histoires, à des fins utilitaires ou instrumentales, comme par exemple pour servir les desseins du marketing ou de la politique. Poussant plus loin son analyse, Christian Salmon détecte une corrélation entre la construction du récit et la logique persuasive et coercitive qui le sous-tend. Le storytelling, c'est donc une narration utile, une forme de discours qui s'impose à tous les secteurs de la société et transcende les lignes de partage politique, culturel ou professionnel. À ce titre, le storytelling s'impose dans le champ de la politique comme un dispositif socio-technique d'une grande efficacité, comme un instrument permettant d'établir et de renforcer la domination sur tout ou partie d'une population ciblée. Le storytelling plaque sur la réalité des récits artificiels, bloque les échanges, sature l'espace symbolique de séries et de stories. En politique, le storytelling prend parfois l'aspect d'un inextricable entrelac de spéculation et d'événements authentiques, de visions objectives et de représentations fantasmatiques, à tel point, et c'est bien évidemment voulu, que l'on a le plus grand mal à démêler le vrai du faux, le réel de la fiction. Cet enchevêtrement de discours de type aussi bien factuel que fictionnel,
Cette coprésence du réel et de l'imaginaire constitue le socle sur lequel les communicants politiques adossent des narrations pertinentes qui guident les conduites des individus et orientent en grande partie les flux d'émotions. Le storytelling politique met en place des engrenages narratifs, suivant lesquels les individus sont conduits à s'identifier à des modèles et à se conformer à des protocoles. Ces engrenages, pour être efficaces, doivent contenir un subtil dosage de réel et de fiction. C'est pour cette raison que les conseillers en communication et les hommes et femmes politiques composent un mentir vrai, qui sert leurs objectifs partisans, électoraux, ou sous-tend leur exercice du pouvoir. C'est ce mentir vrai politique que je me propose d'explorer dans cet ouvrage. J'analyserai de manière plus détaillée, dans la première partie de l'ouvrage, la façon dont les hommes politiques et leurs conseillers usent et abusent de matrices narratives, à grand renfort de symboles, pour captiver et convaincre leur auditoire. Dans la seconde partie de l'ouvrage, je me pencherai sur les différentes personnes qui gravitent dans l'entourage des politiques, les conseillent et les aident à mieux maîtriser leur passage dans les médias. Dans la troisième et dernière partie de l'ouvrage, j'étudierai les divers outils mis à la disposition des leaders politiques pour les aider à exercer leur rôle dans l'espace public, des plus classiques aux plus modernes, des plus traditionnels aux plus innovants, ainsi que l'appropriation de ces dispositifs sociotechniques d'information et de communication par les politiciens. Première partie. Le storytelling politique, un vivier de narration symbolique ? Depuis la campagne présidentielle française 2007, les experts, les universitaires spécialistes de ce domaine et les journalistes de presse écrite, de radio et de télévision ont pu constater la profonde transformation de la communication politique sous l'influence principale d'une pratique, initialement américaine, mais dont les leaders politiques du monde entier se sont appropriés les règles avec détermination, le storytelling. Dans la première partie de ce livre, j'ai choisi de m'intéresser particulièrement à deux utilisateurs chevronnés de cette narration instrumentale. Le premier d'entre eux, Henri Guénaud, a officié en tant que conseiller en communication durant la campagne 2007 victorieuse pour Nicolas Sarkozy, en écrivant tous ses discours et en les saturant de contes efficaces. Le second utilisateur, Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche durant la présidentielle 2012, a su émailler ses discours de fiction captivante, aussi bien que de références pertinentes à l'histoire de France. Aussi différents soient-ils sur le plan politique, ces deux hommes ont pourtant bien intégré le rôle et l'impact des récits en politique. C'est leur pratique de la narration utile, et l'arrière-plan idéologique qui lui est associé, qui fera l'objet de la première partie de l'ouvrage. Chapitre 1. Henri Guénaud, NARRACTEUR, de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy. Je me propose ici d'analyser l'évolution du récit gaullien d'André Malraux à Henri Guénaud, qui de tout temps s'est réclamé du gaullisme dans son parcours politique. En tant que chroniqueur attentif du gaullisme, Malraux nous a fait voir De Gaulle comme il l'a vu. Il a raconté en romancier les derniers temps du président de Gaulle, dont il a magnifié la légende parce qu'il était conscient que le pouvoir politique obtient finalement la subordination par le moyen de la théâtralité. Le pouvoir utilise d'ailleurs des moyens spectaculaires pour marquer sa prise en charge de l'histoire, ainsi que l'a écrit Georges Ballandier dans Le pouvoir sur scène. En tant que témoin et acteur de l'histoire, il a contribué à construire son propre récit gaullien. Il conviendra de se demander si l'élection de Nicolas Sarkozy et l'influence d'Henri Guénaud ont fait évoluer ce récit, ont modifié les manières de faire de la politique. Pour Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud est le scripteur de ses discours, le garant de la parole gaulienne et le porteur d'un renouveau narratif. Le conseiller spécial, influencé par le storytelling, a agi comme un spin doctor. Mon propos sera donc d'analyser la transformation de la politique française sous l'effet d'un véritable narrative turn, qu'évoque Christian Salmon dans son ouvrage Storytelling, puis de considérer la politique telle qu'on la pratique comme un recueil d'histoires à part entière. La politique française et le narrative turn. L'univers de la politique française a évolué très rapidement, et ce rythme s'est encore accéléré entre l'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy et l'élection de Barack Obama. Cet univers a muté sous l'effet d'une révolution sociétale identique à celle qu'on a désignée aux États-Unis, sous le nom de narrative turn. Prenant l'exemple des campagnes présidentielles américaines,
Christian Salmon écrit: les candidats à la présidence américaine ont tous en commun une histoire de mythes et de héros américains et ils doivent s'inscrire dans cette ligne narrative en créant, à partir de leurs origines familiales, leur propre histoire et en la confrontant avec celle des autres candidats pendant les campagnes. L'affirmation de Christian Salmon, pour intéressante qu'elle soit, ne peut certes pas être prise pour argent comptant. En effet, si l'exemple américain a fait florès, il convient d'en mesurer l'adaptabilité à la réalité socioculturelle française et d'en jauger les apports. À ce titre, il s'agira en outre d'essayer de mesurer le rôle joué par Henri Guénaud, à la fois de traducteur et d'adaptateur, dans la transposition du storytelling dans le politique français. 1 degré, Henri Guénaud, storyteller politique sarko-gaulien. Entre André Malraux et Henri Guénaud, rien n'a priori de commun si ce n'est le gaullisme, originel pour Malraux, tardif pour Guénaud. Comment alors définir au plus juste le positionnement d'Henri Guénaud? S'agit-il d'un épigone de Malraux, d'un gaulliste tardif ou d'un récitant, chroniqueur du sarkozysme? Je propose de le définir en tant que storyteller politique sarko-gaulien qui n'ignore rien de ses racines, mais travaille en direction d'un avenir et d'un objectif précis. Si, comme l'écrit Jacques Gerstley en 1993, la communication politique est l'ensemble des techniques et procédés dont disposent les acteurs politiques, le plus souvent des gouvernants, pour séduire, gérer et circonvenir l'opinion, alors la mise en récit de la politique prend une autre dimension. Lors de la campagne de 2007, Henri Guénaud a beaucoup communiqué, à la fois dans l'ombre, en écrivant les discours, et dans la lumière, en multipliant les allocutions et les harangues à la tribune. Dans ces conditions, le storytelling politique est utilisé pour interagir, persuader, convaincre, séduire, informer, commander, négocier, dominer. Les textes d'André Malraux sur le général de Gaulle portent une visée politique mélangeant fiction et réalité. On peut ainsi lire: les sentiments qui me lient au général de Gaulle étaient déjà anciens, bien que le récit traditionnel de notre première rencontre soit inventé. Le général n'a certainement pas dit de moi en Alsace la phrase que Napoléon prononça sur Goethe, car en Alsace, le colonel Berger n'a jamais été présenté au général de Gaulle. Ce texte est révélateur de l'intrication de l'invention narrative et de la réalité historico-politique. Le colonel Berger, nom de résistant de Malraux et héros des noyés de l'Altenbourg, devient le symbole de la mise en fiction du politique. Malraux réécrit en l'embellissant sa première rencontre avec le général. Il construit son récit gaulien fondateur sur lequel il surimpose un arrière-plan mystique problématique. Le général, figure christique, vision très discutable, s'adjoint le ministre écrivain comme fils spirituel. Le général me fit signe de m'asseoir à droite de son bureau. Malraux insiste sur le sens du dialogue et le goût de l'écoute qui sont des qualités essentielles pour un chef politique. Il établissait avec son interlocuteur un contact très fort. Il y avait dans ce qu'il m'avait dit le poids que donne la responsabilité historique. Malraux articule la visée historique et la conscience politique gaulienne qui en font un acteur unique de l'histoire et accrédite l'illusion qu'une nation serait une narration, c'est-à-dire une puissance symbolique autant que militaire. En juillet 2007, le conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, résumait ainsi dans un entretien au Monde sa contribution à la campagne présidentielle. La politique, c'est écrire une histoire partagée par ceux qui la font et ceux à qui elle est destinée. On ne transforme pas un pays sans être capable d'écrire et de raconter une histoire. Cette confession d'Henri Guénaud est éclairante car à la volonté de transformer un pays, s'ajoute le désir de transformer un récit. La mise en récit du candidat à la présidentielle s'intègre dans le récit collectif de la nation. L'hypotexte gaulien, le récit de Malraux, est infléchi et détourné par Henri Guénaud, dont l'attachement au gaullisme a été complaisamment rapporté et mis en scène. Le propos de Christian Salmon n'est ici pas d'exempt d'une certaine partialité, et il me faut, pour en éclairer les partis pris, le comparer avec les déclarations faites par Henri Guénaud à l'occasion d'un entretien accordé à Elisabeth Lévy et Saïd Maran. Le gaullisme n'a jamais été une doctrine.
c'est l'histoire exemplaire d'un certain rapport à la politique. J'ai appris du gaullisme la continuité de l'histoire de France, la politique comme une transgression de l'ordre établi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.